tout de suite l'émission Araka, sa partie artistique, que ma camarade Pikikou, qui est allé à l'expo, par contre moi non, a visité et est revenu enthousiaste, et elle va vous faire part de son enthousiasme tout de suite. Alors vendredi matin, c'est parti pour le musée de Luxembourg et la découverte de l'exposition consacrée à Leonora Carrington, qui est peintre, autrice, sculptrice, surréaliste anglaise, qui a été oubliée comme beaucoup d'artistes femmes en France et en Europe. C'est une exposition qui déjà a tourné à Milan et qui justement est destinée à la faire plus, à la remettre sur le devant de la scène. Alors Leonora Carrington, elle est née en 1917 dans une riche famille d'industriels du textile dans le Lancashire en Angleterre. C'est une famille catholique d'origine irlandaise. Donc elle vit ses premières années dans une grande propriété, elle passe une enfance et une adolescence heureuse, montant à cheval, entourée d'institutrices françaises pendant son adolescence, et d'ailleurs dans ses peintures, elle se représentera souvent en cheval blanc. Dès l'enfance, Leonora est fascinée par la mythologie et les contes de fées irlandais que lui raconte sa mère, sa grand-mère maternelle et la nourrice irlandaise de la famille. Elle se passionne pour la littérature victorienne, elle fréquente diverses pensions catholiques d'où elle est systématiquement renvoyée. Elle part pour Florence en 1932 pour s'inscrire dans une école fréquentée par les jeunes filles de la haute société. C'est son premier contact avec les maîtres italiens. Elle est éblouie, fascinée. Elle parcourt les musées, elle acquiert les techniques de la peinture, déjà à tempéra, puis l'huile et même la fresque. Elle s'inspire des prédelles avec des toiles qu'elle travaillera, qu'on peut lire de droite à gauche, sur le présent, le passé, le présent et l'avenir. Et d'ailleurs, elle va réaliser une série d'aquarelles qui s'appelle Sister of the Moon, qui est présente dans l'exposition. Puis elle fait un séjour à Paris où elle poursuit sa formation de peintre. Elle revient à Londres, elle est présentée par sa famille à la cour du roi, mais rejette cette perspective. Elle poursuit sa formation à Londres auprès d'Amédée aux enfants et elle est ambidextre, c'est-à-dire qu'elle peut dessiner et écrire de la main gauche ou de la main droite en miroir. À 19 ans, elle visite l'exposition International Surrealism Exhibition. Sa maman lui avait offert le catalogue et elle est impressionnée par un tableau de Max Ernst, qu'elle ne connaît pas encore. L'année suivante, elle va faire sa connaissance lors d'une exposition et là, c'est le coup de foudre. Il a 26 ans de plus qu'elle. Ils vont partir tous les deux, ils vont quitter Londres tous les deux et pour aller en Cornouailles chez Laurent Penrose. Alors Laurent Penrose, c'est le mari de Lee Miller et ils partent rejoindre Man Ray avec sa nouvelle compagne qui s'appelle Addie Fidelin, Nunch et Paul Éluard. Il y aura même Henry Moore, le sculpteur, qui passera là-bas de temps en temps. Et le couple s'installe ensuite quelque temps dans un appartement parisien rue Jacob avant de s'installer en Ardèche, dans une grande maison du 17e qu'ils vont décorer, rénover. On va voir une fenêtre qui a été prêtée pour l'exposition. Et donc, elle avait pu acheter cette maison avec l'argent de ses parents. Donc, ils vont y mettre des peintures, des sculptures. Et là, ils reçoivent leurs amis surréalistes. Donc aussi Léonore Fini et Tzara. Ils font des allers-retours sur Paris, elle écrit des contes qu'elle illustre par des collages de Max Ernst, et puis arrive la guerre. Ernst, qui est allemand, est arrêté, déporté dans un camp d'internement dans le sud de la France une première fois. Il sera libéré, mais à nouveau emprisonné quelque temps après. Donc elle ne parvient pas à le faire libérer. Elle perd un peu l'esprit et, accompagnée de 2 amis, en fait, elle fuit en voiture vers l'Espagne dans l'idée de traverser l'Atlantique. À Lisbonne, elle va être violée par des soldats franquistes, elle est donc très mal et sera internée, je crois, à la demande de ses parents, à Santander, dans une clinique psychiatrique pendant 6 mois, où là, elle subit des traitements chimiques très violents. Et elle racontera plus tard cet épisode dans un livre qui s'appelle En bas, qu'elle écrit bien plus tard. Elle parvient à s'enfuir. Et là, elle épouse un ami diplomate mexicain à Lisbonne et ils partent ensemble pour New York. Elle croise par hasard avant son départ Max Ernst, qui est avec sa nouvelle compagne, Peggy Guggenheim, qui est devenue donc sa nouvelle maîtresse. Et après 2 années passées à New York, elle part avec son mari à Mexico, retrouver des artistes qu'elle avait connus à Paris. Le couple se sépare assez rapidement.
Et là, elle fait la connaissance du photographe hongrois Emerico, dit Csiki Weist, qui est un assistant de Robert Capa. Il sera son second mari, et le couple achète une maison à Mexico dans laquelle ils resteront jusqu'à la fin de leur vie. Elle a 2 enfants, nés en 46 et 47. Pierre Matisse lui offre une première exposition personnelle dans sa galerie new-yorkaise. Elle lit beaucoup, elle voyage en Europe avec ses garçons, elle expose à Paris, elle retrouve son amie Léonore Fini. En 1968, elle doit quitter momentanément Mexico pour échapper à la répression suite à des manifestations d'étudiants qu'elle avait soutenues. Elle a des engagements féministes, elle conçoit en 1972 une affiche pour Femmes Conscience et à la fin des années 70, elle part aux États-Unis défendre son travail auprès des galeries. Elle n'a pas d'agent, donc elle travaille toute seule et elle découvre l'ADAGP à la fin des années 80, ce qui va lui apporter quand même quelques revenus conséquents, j'imagine. Et elle est régulièrement exposée, elle écrit, elle lit beaucoup, elle est toujours passionnée par les religions, les mythes grecs, la spiritualité, les dieux aztèques et mayas, les hiéroglyphes mexicains, l'ésotérisme, l'alchimie médiévale, la magie, la kabbale, le bouddhisme. En fait, c'est une grande intellectuelle et une érudite. Elle retournait vivre à Mexico, elle a d'importantes expositions personnelles, avec une reconnaissance de son travail qui va crescendo à la fin de sa vie. Elle est citoyenne d'honneur de la ville de Mexico, membre de l'ordre de l'Empire britannique. Son mari décède en 2007. Elle meurt à 94 ans dans l'hôpital anglais de Mexico et elle demande à son fils, quand elle sent que sa fin arrive, de lui lire des extraits du Barthodol, qui est le livre des morts tibétains. Et donc elle laisse une œuvre picturale et littéraire importante et sculpturale également. They stuck you in the loony bin. All those visions of a shining silver goddess, a giant with a golden hand I'll never understand. You fled the tentacles of Axis. You loved the genius for a spell. You made a living drawing dark dreams into daylight. Oh well, I guess you'll never tell. So how can I know you? Leonora, how can I tell you I adore you when you're already gone? How can I know you? How can I know you? Oh, I probably don't. Leonora, sure I realize how ridiculous it seems, but there is something in your black eyes I can't unsee. Were you made for me? You share an inconclusive story. You glimpse the shadow through the veil. You turned hyenas into grinning debutantes in head to tail. I wish I knew what ailed you, but how can I know you? Leonora, how can I tell you I adore you when you're already gone? How can I know you? How can I know you? I probably won't believe my eyes. I probably barely even recognize when we meet for the first time. In the next life, in the next life. So how can I know?
c'est la chanson Leonora par une jeune femme qui s'appelle Conditioner. Donc maintenant on va rentrer dans cette exposition. Donc on part à sa rencontre au cours de cette exposition à travers aussi un accrochage photographique important de ses premières années, de son séjour en Ardèche où elle est entourée des surréalistes, des photos de son mariage avec son dernier mari et une rencontre visuelle également par un film tourné dans sa maison quand elle a 90 ans, dans laquelle elle évoque la maternité et l'amour maternel qui est plus fort que tout, la création, le féminisme. Et là, c'est pour moi un régal de la voir, d'entendre sa voix grave, affirmée. On la voit fumer alors que ses fils lui interdisent de fumer et on déambule au départ dans sa maison de Mexico. Donc l'exposition commence dans la première salle par un diaporama aussi de ses premiers dessins. Elle a une dizaine d'années et déjà on voit un univers très inventif avec des animaux. Ça s'appelle les animaux d'une autre famille et c'est assez poignant de voir ces dessins sur un cahier. Et il y a effectivement ses premières aquarelles, donc ce qu'elle a appelé Sœur de la Lune. Et là, elle a 15 ans et on voit cet univers de femme forte. Je t'ai montré, je ne sais pas si tu veux réagir sur ce que tu as vu des tableaux que je t'ai montrés, là, les premiers tableaux. Ah non, mais c'est sidérant, quoi, je veux dire. Mais ton enthousiasme, si tu veux, il fausse un petit peu mon ressenti, parce que tu emportes tellement, de choses que j'aurais pas vues ou que j'aurais pas senties, en make un petit peu rustre, voilà. Donc mon avis ou mon ressenti il passe à travers toi, quoi. Je suis pas vraiment maître de mes sentiments. Ce sont des sentiments qui sont un petit peu importés. Oui, alors en fait, pour parler de son travail, bien sûr, elle était surréaliste, mais elle était même surréaliste avant de rencontrer les surréalistes, c'est-à-dire qu'elle avait déjà cet univers dans sa tête. Et ça, c'est important. Alors, elle a vécu 3 ans avec Max Ernst. Elle dit qu'il lui a tout appris. C'était 3 années je pense, d'émulation artistique, créative, incroyable. Mais en fait, ils se sont tous les deux apporté beaucoup. Et autant Max Ernst me bouleverse pas, c'est un grand mot pour parler du ressenti que j'éprouve. Je n'éprouve aucun ressenti devant ses œuvres. Je trouve que c'est assez froid, c'est trop intellectuel à mon goût. Enfin bref, il y a quelque chose de cet ordre, en tout cas, trop bien éduqué, trop poli. Voilà. Alors que si dans le travail de cette femme, il y a vraiment de l'émotion. Il y a de l'émotion, puis de l'admiration aussi pour ses techniques. Mais voilà, elle a des rendus picturaux qui sont d'une magnificence incroyable. En fait, effectivement, son travail, on sent son érudition. Enfin, moi, quand on lit un petit peu ce qu'il y a sur chaque tableau, il y avait des cartels. Il y a aussi sur France Info, il y a un site qui décrypte 6 tableaux. C'est rempli de symboles, d'histoires qu'on a du mal à comprendre comme ça à la première lecture visuelle. En fait, on peut aussi prendre ces tableaux comme ça parce qu'elle a un univers incroyable et c'est agréable de se plonger dedans, de voir ces figures finement dessinées, ces petits détails partout. Enfin, c'est vraiment un régal. Oui, on sent que le Quattrocento l'a vraiment inspiré dans son imaginaire et puis l'a vraiment aussi soutenu dans sa technique picturale, qui est une technique vraiment aboutie, stupéfiante même par certains côtés. Complètement. Alors, donc, elle est surréaliste et elle pratiquait ce qu'elle dit des hallucinations dirigées en conscience, donc un peu cette vie intérieure de la création, et elle faisait la différence avec les hallucinations et les rêves. Donc, effectivement, c'est quand même une femme qui a subi un traumatisme psychique, donc qui était toujours un petit peu, je pense, à fleur de peau. Enfin, ça, c'est aussi, on le ressent quand même dans sa peinture, tout ce qu'elle. Oui, c'est pour ça qu'on éprouve de l'émotion. Que personnellement, je n'éprouve pas pour l'œuvre de Max Ernst. Donc, il y a quelques tableaux qui sont assez importants. Il y a un tableau qui s'appelle, par exemple, Art 110. Donc, Art 110, c'est la première adresse qu'elle a eue à Mexico. Et là, on voit, il y a deux parties dans le tableau. Il y a la partie gauche où c'est un pays, mais un pays en perspective. En fait, comme s'il y avait une pointe de terre qui sortait de n'importe où, qui est pas bien, qui va mal. Et on voit une femme, on voit surtout une chevelure blonde avec un visage qui part vers une autre
autre île. Là, il y a une robe rouge qui n'a pas de tête, il y a une tête de cheval, il y a un peu une étoile des vents, il y a un peu comme un objet piquant qui peut pointer, qui pique le doigt de cette femme, et qui d'ailleurs, cette femme a un cheval sur sa chevelure, donc c'est elle qui quitte son pays pour aller vivre au Mexique, quoi. C'est vraiment là sa nouvelle vie qui va commencer, sa traversée de l'océan Atlantique. Il y a donc dans ces œuvres que j'ai vues, moi j'ai bien aimé, donc ça c'est beaucoup plus facile, simple, c'est un morceau de fenêtre qui a été prêté par celui qui a acheté la maison ensuite où vous avez vécu dans le sud de la France, où là on a une tête de licorne qui est peinte, et on imagine là ce qu'a pu être cette maison si elle a été décorée partout. Ça devait être fabuleux d'avoir ces peintures sur les fenêtres, sur les murs, ces sculptures dans le jardin. Et d'ailleurs, ce qui manque dans cette exposition, elle était sculptrice, il y a juste 3 sculptures. Et c'est dommage, dans le petit film qu'on voit dans sa maison de Mexico, on voit des sculptures, parce qu'elle a fait des sculptures beaucoup plus importantes. Là, ça en parle peu, il y a peu de photos. C'est très réducteur, ouais. Oui, ça c'est le côté un peu qui manque, voilà. Donc elle fait aussi, il y a une peinture qui s'appelle Viol et internement, donc ça s'appelle La joie du patinage, où là effectivement c'est des gens, c'est une femme qui patine, mais ces femmes elles sont toujours très très complexes, enfin il y a comme un animal, après il y a une femme dessus qui a la poitrine nue dans un univers de neige, enfin ça fait aussi très psychédélique, hein, tous ces tableaux. Il y a les Tentations de Saint-Antoine, ça c'est un tableau qui était très précieux pour elle. Elle avait répondu un peu à un appel d'offres sur l'illustration d'un livre de Bel-Ami de Maupassant, et donc elle a proposé un tableau, et je sais plus s'il a été retenu, mais en tout cas ce tableau, elle y tenait énormément, il est ouvert, elle avait peur qu'il y ait des gens qui l'abîment pendant l'exposition. Et d'ailleurs, la tentation ou les Tentations de Saint-Antoine, c'est un des sujets de peinture quattrocentiste récurrent, voilà. C'était vraiment. Donc elle est vraiment. Je pense qu'elle a été très très impressionnée et influencée par la peinture de cette époque artistique. Ah oui, complètement. Et alors moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est dans la dernière salle. La dernière salle s'appelle la cuisine alchimique. Et je crois que c'est peut-être celle que j'ai préférée, parce qu'en fait, pour elle, cuisiner traditionnellement est associé au travail donc féminin mais contraint. Et là, pour elle, ça devient un espace où les femmes peuvent se retrouver leur pouvoir grâce à ce qu'elle aime bien, c'est l'alchimie, comment on mélange tous ces ingrédients, la magie, la sorcellerie. Et donc son intérêt profond pour l'alchimie ressort justement à travers les tableaux qu'elle a représentés là, dont un où on voit un four traditionnel, un comal, un four traditionnel mexicain, avec à côté une table, et il y a une noix blanche. Elle rend hommage à sa grand-mère justement, au récit qu'elle lui a transmise, avec cette oie au premier plan qui est un peu un animal sacré dans la mythologie irlandaise, et qui est lié aussi à l'au-delà, au voyage entre deux mondes, à la fertilité et au foyer. Et par terre, il y a comme un tapis un peu ovale avec tout une petite frise, et donc cette frise, il y a des dessins, des écritures, et donc il y a dans certains de ces tableaux, comme elle écrivait en miroir, en fait là il faudrait pratiquement mettre un miroir pour pouvoir lire ce qu'elle écrivait, quoi. Et donc au Mexique, elle a été aussi passionnée par la cuisine, comme elle était dans le sud de la France, et là ça va s'enrichir avec des nouveaux ingrédients qu'elle découvre, parce que ce sont des ingrédients plus qu'elle connaissait pas, d'autres herbes, des plantes qu'elle trouve sur le marché aux sorcières de Sonora, à Mexico, où elle peut concocter des filtres et des potions. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et je voudrais aussi lire quelques phrases qu'elle a écrites, qu'on voit dans l'exposition. Alors voilà ce qu'elle dit sur comment elle peut s'inspirer. Je dois revivre cette expérience tout entière, parce que je crois qu'en le faisant, je pourrais vous être utile, tout comme je crois que vous m'aiderez à passer cette frontière en me permettant de rester lucide, d'enfiler et de retirer à ma guise le masque qui sera mon bouclier face à l'hostilité du conformisme. Et elle dit également « J'ai compris qu'il était indispensable que j'extirpe de moi tous les personnages qui m'habitaient. J'ai dû me débarrasser de tout ce que m'avait apporté ma maladie, chasser ces personnalités. C'est ainsi qu'a commencé ma libération. J'ai senti que sous l'action du soleil, j'étais une androgyne, la lune, le Saint-Esprit, une gitane, une acrobate. » Alors elle a également des engagements féministes.
Et elle dit, pour terminer, elle termine l'exposition sur ce texte-là, et la seule personne à pouvoir m'accorder une permission absolue, c'est moi-même, une permission consciente et délibérée de voir le miracle se produire, alors que la civilisation avance à grands pas vers la destruction absolue de la Terre, vers le suicide collectif, aveugle de tous les êtres vivants, le dernier espoir réside dans un acte de volonté, sortir de ce piège mécanique et dire non. Si toutes les femmes du monde décidaient de contrôler la population, de refuser la guerre, de refuser la discrimination sexuelle ou raciale, et forcer ainsi les hommes, permettre à la vie de survivre sur cette planète, cela relèverait bel et bien du miracle. Oui, c'est vrai. Ça alors là... Et elle dit également, par rapport à la condition des femmes, la plupart d'entre nous, je l'espère, savent désormais qu'une femme ne devrait pas avoir à se battre pour ses droits. Ces droits existaient depuis le début, ils doivent être repris, y compris les mystères qui nous appartenaient et qui ont été violés, volés ou détruits, nous laissant avec l'espoir ingrat de satisfaire un animal mâle, probablement de notre propre espèce. Donc moi j'ai vraiment aimé sa peinture, même si effectivement je pense que j'ai pas tout saisi dans ce qu'elle. C'est pas une expo où tu restes pendant quelques minutes, parce que toi en même tu restes plus que quelques minutes devant les œuvres, que tu vas t'en imprégner et comprendre tous les mystères de son travail. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Après, il faudrait vraiment un travail d'approfondissement. Ah oui. Mais en fait, la femme m'a énormément plu aussi. Sa personnalité m'a complètement séduite, quoi. Oui, et en même temps, ce qui n'est pas non plus anodin, c'était une très très belle jeune femme. Effectivement. Et même Piquicou la trouve très très belle, vieillarde de 90 ans. Ouais. Ce que je ne partage pas. Ouais. Moi j'aime beaucoup comment elle s'affirme là face à son intervieweur. Et donc à la fin dans la librairie, on peut effectivement voir pas mal d'ouvrages. Donc elle a beaucoup écrit parce qu'il y a 3 livres avec ses pièces de théâtre, ses contes, ses romans. Et dans son roman, il y en a un que je trouve absolument jubilatoire qui s'appelle, elle l'a écrit je crois quand elle avait 70 ans, ça s'appelle le cornet acoustique. Et je vais vous lire le 4e de couverture parce que je le trouve assez jubilatoire. Est-ce que les femmes dérangées dérangent ? Marion Litterby, dont le loisir favori est le tricot de poils de chat, a 99 ans et vit au Mexique chez son arrière-petit-fils. Presque sourde, elle est ravie du cornet acoustique que lui offre son amie Carmela. Grâce à lui, Marion découvre que sa famille complote pour se débarrasser d'elle. La voilà placée dans une maison de retraite où une tribu de dames habite d'étranges maisons aux formes d'iglous et de gâteaux d'anniversaire sous le patronage du docteur Gambit, un gourou tordu. Le regard d'une abbesse lubrique vient faire dérailler plus encore cette mécanique mal huilée. Sur les pas de Marion s'ouvre alors une quête surréaliste vers un univers en devinettes, des orgies psychédéliques et des escaliers vertigineux. Une récréation exubérante du monde que nous connaissons. Ça donne envie de le lire. Enfin moi en tout cas. Oui, bien sûr. Voilà, donc en fait, elle a énormément écrit parce que les 3 livres sur ses contes, ses romans et le théâtre sont assez importants. Il y a aussi un roman qui a été écrit par Elena Poniatowska, qui est un roman biographique qui s'appelle Léonora. Et si on veut un petit peu la connaître plus, j'ai écouté un podcast que je mettrai en lien, qui s'appelle Les Grandes Dames de l'Art, où là on l'entend aussi raconter un peu ses idées sur ce qu'on voit dans le film, sur la création, sur le féminisme, sur sa vie. Ce que je peux ajouter à tout ce que tu as ressenti en prenant la connaissance de cette œuvre, comme je le répète, une connaissance d'une œuvre dans une visite muséale, c'est pas vraiment significatif, mais tu en as quand même retenu, je pense, l'essentiel, l'essence de cette créatrice extraordinaire, voilà, et créatrice en art plastique, et créatrice en art de la sculpture, créatrice de romans, de poésie, etc. Voilà, tu arrives quand même à transmettre ton enthousiasme, je crois que c'est ça le plus important, qui veut dire que c'est une rencontre quand même avec une artiste
que tout de suite, d'emblée, sans avoir besoin de trop réfléchir, que tu adoptes, que tu as envie de faire partager l'émotion que tu as ressentie en regardant ces œuvres. Voilà. C'est ça qui m'enthousiasme dans ton approche des artistes que tu découvres dans une expo, c'est que tu as un enthousiasme, presque comme les enfants s'enthousiasment, voilà, à regarder une mouche voler ou n'importe quelle futilité de leur espace environnant. Mais alors ça prend des proportions avec toi qui sont quand même assez... Moi je dirais justement que l'enthousiasme, l'espoir et la joie, c'est ce qui nous permettra de continuer et de garder, de pouvoir lutter contre tout ce qui nous arrive. Oui, mais toi, tu le transmets, si tu veux, et même moi, un vieux crouton rassasié d'à peu près tout, voilà, t'arrives à me faire remuer mes fesses, voilà, et je regrette même, d'une certaine manière, de ne pas être allé là-bas avec toi, parce que j'aurais certainement vu des choses, ou ressenti des choses, encore plus qu'à ton récit, mais voilà, sur place, c'est ce que j'ai pas fait. Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Alors, Vivir Quintana, un chant féministe mexicain. Les expositions. Donc, Leonora Carrington au Musée du Luxembourg jusqu'au 19 juillet, ça vient juste de commencer.
Martial Reis à la Galerie Templon jusqu'au 14 mars. C'est gratuit et ça vaut vraiment le déplacement. La trame de l'existence, Magdalena à Bakanovic au Musée Bourdelle jusqu'au 12 avril. MC Escher à la Monnaie de Paris jusqu'au 1er mars. Philippe Luston au Musée Picasso jusqu'au 1er mars. Impression Nabi à la BNF Richelieu jusqu'au 8 mars. Et dans le même esprit, Ibels, donc un des Nabis au musée Maurice Denis, et c'est jusque, je sais pas moi, c'est une exposition. Et Ibels c'était un Nabi qui s'est un peu démarqué du groupe justement par ses engagements libertaires. Et où il est le musée Nabi? Il est à Saint-Germain-en-Laye. Léon Spilert, ça c'est pareil, c'est quelques toiles, c'est à la galerie David Swiner, c'est jusqu'au 28 mars, la galerie David Swiner, donc c'est gratuit, c'est un grand lieu d'exposition qui est entre Bastille et République, donc c'est toujours agréable de prendre possession, voilà, ces lieux, ils nous invitent à voir de la peinture, donc allons-y, c'est toujours ça. Allons-y. L'art cruel, ça vient de démarrer, il y avait le vernissage samedi à la galerie Kaléidoscope jusqu'au 30 avril. Le culturel de la semaine. Eh bien, pour moi, c'est un documentaire hilarant qui s'appelle Mauthausen, et c'est le parcours, et c'est une histoire vraie, un documentaire basé sur l'histoire vraie d'un jeune républicain espagnol de 16 ans qui, arrivé à Mauthausen, il est interrogé évidemment par les nazis. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il dit j'étais photographe. Alors que c'est pas vrai du tout, mais il aimait la photographie, il était quand même pas complètement naïf, il connaissait les techniques, etc. de la photographie. Et donc les nazis ne le tuent pas tout de suite, ils le mettent dans un laboratoire qui développe des clichés faits par les nazis du camp, quand ils s'envoient des clichés entre eux, ils posent, etc. Mais aussi, ils photographient les atrocités qu'ils commettent dans ce camp envers, évidemment, les prisonniers. On connaît bien leur technique de massacre, au pistolet, avec un coup de pistolet dans la nuque, toutes les manières les plus horribles qui peuvent exister dans le répertoire de la torture et de l'exécution de prisonniers. Alors que ce soit des républicains espagnols qui au début dégustent beaucoup, parce que évidemment ce sont des antifascistes, et voilà, et qui après sont plutôt respectés par leurs geôliers nazis qui considèrent que ce sont des gens quand même des durs à cuire, quoi, voilà, qui se laissent pas faire comme ça et qui résistent aux sévices infligés tous les jours par comme on dit, les gens qui s'occupent du camp, hein, les nazis qui s'occupent du camp. Et alors, dans ce laboratoire photographique, où on développe des clichés faits par les SS de tout ce qui se passe dans ce camp, depuis l'arrivée des convois de déportés, etc., au four crématoire, à la torture, etc., aux expériences sur les prisonniers, tout ça est documenté, et donc lui, comme il travaille dans ce laboratoire, il se dit à un moment, tiens, si je récupérais les négatifs de toutes ces horreurs, ce qu'il fait, et qu'il arrive à planquer chez une vieille dame autrichienne anti-nazie, férocement anti-nazie, et qui récupérera à la fin de la guerre, et qui pourra publier et avec des preuves à l'appui, dénoncer des nazis importants qui, au procès de Nuremberg, où il est convoqué comme témoin, réfutaient le fait qu'ils avaient assisté, si vous voulez, aux horreurs des camps de la mort, deux responsables nazis importants, et qui, du témoignage de ce jeune républicain espagnol, qui les dénonce. Alors, vous reconnaissez dans les accusés des personnages qui ont été vus dans ce camp de la mort, et il désigne évidemment deux hauts responsables nazis, dont un sera pendu et l'autre écopera de 20 ans de réclusion. Voilà. Et il est malheureusement atteint de tuberculose, qu'il a attrapé évidemment dans ce camp de la mort, et il mourra à 31 ans
des suites de cette maladie. Moi, je voulais brièvement parler d'une nouvelle parution d'un livre de l'association, l'ONG ATD Quart Monde. On avait déjà parlé d'un petit livre à 5 € qui s'appelait Les idées fausses sur la pauvreté. Ils avaient fait paraître il y a déjà plusieurs années la fraude des riches, la fraude des pauvres. C'est pareil, toutes ces idées fausses sur qui sont les vrais tricheurs, les vrais fraudeurs dans notre société. Et là, vient de sortir les idées fausses sur la pauvreté et l'écologie. Et donc, la semaine dernière, dans la mairie du 4e, à l'Académie du Climat, il y avait une table ronde qui regroupait donc une femme qui est maintenant bénévole à ATD Quart Monde, qui habite le sud de la France, qui a connu la misère, la pauvreté, qui témoignait de son vécu. Il y avait l'autrice de ce petit livre sur les idées fausses, où elle débunk justement 10 idées fausses. Il y avait un représentant d'Oxfam, une jeune femme représentante du Secours catholique, et pendant 1h30, on a parlé de la pauvreté. Alors, il y avait une vision forcément un peu idéalisée de ce qu'on pouvait faire, mais en fait, là où c'est important, c'est justement de casser ces idées sur l'écologie et la pauvreté. Et c'est le témoignage de cette femme, pour moi, était très précieux quand elle dit que, bien sûr, les pauvres sont naturellement écolos puisqu'ils n'ont pas le choix. Souvent, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas une grosse, ils n'ont pas une grosse consommation. Donc, effectivement, les gens dans la pauvreté ne sont pas ne consomment pas la planète comme Bernard Arnault, qui le 10 janvier a déjà utilisé tout son capital d'empreinte écologique de l'année, quoi. Et donc, son témoignage était vraiment touchant. On a aussi parlé des zones à faible émission, ces endroits de ville où on ne pourrait plus rouler, on peut plus rouler justement quand on a des voitures polluantes. Ce sont quand même souvent les pauvres qui ont des voitures polluantes. C'est toujours. Voilà, donc elle témoignait pour aller, elle habite Toulouse, pour aller à tel endroit, parce qu'elle dit effectivement c'est bien aussi de se retrouver en forêt, on a besoin de bouger. Ça tue plus aussi de rester dans la solitude et dans son appartement que de pouvoir bouger. Enfin, du coup il y a plein de sujets comme ça qui ont été évoqués, donc je mettrai le lien parce que je pense que ce petit livre, c'est 5 €, c'est important de soutenir ATD Quart Monde, ils font un super boulot. ATD Quart Monde, c'est être tous pour la dignité. C'est vraiment leur objectif de retrouver, que chacun retrouve une dignité, quoi. Tout à fait. Et je conteste cette expression d'idéaliser les idées que véhicule cette femme ou ce que véhicule ATD Quart Monde, parce que pour moi c'est pas idéalisé, c'est ce qu'on souhaite pour les humains, pour leur avenir, etc. Non, c'est pas ça qui était idéalisé. C'était plus après quand on faisait des propositions. C'est-à-dire que Oxfam travaille beaucoup avec beaucoup de chiffres, donc c'est très intéressant. Mais derrière, moi, ce que je vois, c'est que tant qu'on ne met plus la volonté politique, qui parlait d'un fonds vert qui est justement pour la transition écologique, que ce fonds était de plus de 3 milliards il y a quelques années, qu'aujourd'hui il est de 800 millions. Donc effectivement, si on enlève l'argent dans tout ce qui sert à prendre des mesures pour le bien-être de tout le monde, et qu'on choisit effectivement de faire de l'armement. Mais surtout des cadeaux à ces 13 millions de millionnaires qui échappent à l'impôt. C'est ça qui est absolument scandaleux. Ah oui, là, c'est le nouveau scandale. Oui. Mais en plus, c'est la Montchalin qui va être constitutionnellement en poste à la Cour des comptes pour 28 ans, qui conteste cette comment dirais-je, cette réalité politique, tu vois. Elle dit que c'est pas vrai. Non mais elle dit, et c'est l'ancien ministre de l'économie Lombard qui dit ça, mais qui est du même parti qu'elle, enfin qui a pas du même parti, mais la même tendance politique. Voilà, il y a ces choses-là qui sont tellement, comment dirais-je, dégoûtantes. Ça va pas plus loin que ça. Non, mais scandaleux, c'est absolument scandaleux. Oui, dégoûtant, non, mais c'est scandaleux parce que même moi, c'est vrai qu'on a beaucoup rappelé, qu'on a toujours pointé la fraude des pauvres. Ça, c'est le truc des plateaux télé. Ils adorent montrer qu'un tel a triché à la Sécu, au RSA et machin. En fait, c'est tellement peanuts. Moi, j'aime ce travail d'ATD qui, en plus de rendre de la dignité aux gens qui aident, parce que derrière, il y a du résultat. C'est-à-dire que quand moi, j'ai assisté 2-3 fois à des réunions comme ça, des tables rondes, moi, d'entendre les gens témoigner de leur passé, enfin, avoir le courage de témoigner face à un public, et ensuite, après, ils redistribuent parce qu'ils sont bénévoles à ATD Quart Monde, et je trouve ça assez extraordinaire, en fait. Et tout de suite,
sur Arakai, qui émet depuis un garnier et diffuse sur internet arakai.fr, le salut à nos amanches. Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest, Jean-Paul Souvraz, notre pote de coup de guerre branche, dans la banlieue de Dunkerque, un éminent, un immense peintre de Schnorr, Claudine, une camarade de combat, ma camarade de combat, Corinne, Anne-Emmanuel et Frédéric, un petit trio de poteaux, voilà, qui sont des artistes. Corinne, tapissière de génie, Anne-Emmanuel, peintre et illustratrice de génie, et Frédéric, aquarelliste de génie. Ils sont tous génies. On parle que de génie, de toute façon, dans cette émission. Juliette Planck, une grande graveuse de génie, en relégation à Rochefort-sur-Mer, voilà, qui reçoit des gens qui aimeraient toucher à la gravure dans son atelier, moyennant quelques pécos. Sophie Loutais-Brage, une grande graveuse et peintre. Clément, le peintre fou qui grave sur tout ce qui bouge, le roi de la taille d'épargne. Agnès Dubart, une grande graveuse, aussi géniale en relégation en Bretagne Sud, après l'avoir été en Ariège, et avoir quitté en prom l'île où elle avait un atelier, où nous l'avons rencontré pour la première fois. Thierry Morciot, alors là, c'est le génie des alpages, de la gravure. Un grand, oui, bien sûr, qui grave 2 plaques par semaine. Par semaine! Des plaques de 30 sur 40 quand même, pratiquement sur 20. Et voilà. Et pas des plaques où il y a trois petits objets. Ah non, ça fourmille là. Ouais, alors là, mais on est complètement. C'est un univers, majestueux. C'est l'univers des peintres comme Jean-Paul Souvraz, des graveurs, des illustrateurs du Nord, enfin, au-delà de la France du Nord. Quoique Souvraz est en France. Mais c'est ce génie des Flamands, enfin, ou pas Flamands d'ailleurs, des Wallons aussi, mais qui sont dans des univers fantastiques. Voilà, ils vivent là-dedans. Alors c'est peut-être les brumes du Nord qui les inspirent, mais voilà. Ouais, voilà. Ouais, non, c'est quand même quelque chose. Alice Amoroso, une jeune graveuse, qui est aujourd'hui en résidence, ça y est, elle a eu son visa. Elle est dans le Rajasthan à Jodhpur, donc on attend des nouvelles. Voilà. Raoul Viloula, un camarade de cette camarade, Raoul Viloula, qui est un jeune aussi graveur, peintre, qu'on aime beaucoup, on aime son travail, mais qui n'est pas très causant. Le graveur, pas le travail. Le travail, par contre, est très causant. Colette et Jacqueline, deux dames, vraiment des dames, avec tout ce que ça peut renfermer de respect, qui étaient veuves de 2 grands artistes, Odon pour Colette et Jacques Imbert pour Jacqueline, qui sont eux aussi, qui l'ont glissé aussi avant leur compagne. Ouais, et elle, on a eu la chance de passer du temps avec elle, toutes les deux. Vraiment, c'est des moments inoubliables. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'elles nous ont apporté de chaleur, de transmission, d'accueil. D'exemple. Ouais. Voilà. Liliane et Laurence, 2 écrivaines de polar, dont il ne reste en lice de l'écriture que Laurence, Liliane ayant pris le trimar, comme Colette et Jacqueline, comme Geneviève, notre sorcière bien-aimée, la rousse flamboyante, qui anime 3 émissions destinées à l'enfance et à leurs parents, sur une radio année. Voilà, le mercredi après-midi, vous pouvez l'écouter avec bonheur, surtout si vous avez des enfants jeunes,
et si vous êtes des parents dynamiques. Voilà, on peut tourner ça d'une autre manière, mais c'est ma façon. Dominique Paul-Ardouin, une galériste hélas aujourd'hui disparue, qu'on aimait beaucoup pour son humanité. Marie Degnaud, une galériste, elle est vivante, un miracle, dont ma camarade nous a parlé pour les expos qui se passent aujourd'hui, pour l'expo qu'elle nous présente aujourd'hui dans sa galerie. Antoine Mollory de Panam Swing, un trio de musicos totalement inconnus du monde musical, mais pas de ma camarade Piqueco qui doit être la seule. Là que j'ai quand même loupé en concert de la dernière fois. Oui, mais ça c'est autre chose, c'est parce que tu as une mémoire de Piaf. Anne Sinoraska, une peintre polonaise dont on aime l'œuvre, à en crever. L'émission est à l'écoute sur notre blog aracal.fr. On se finit avec Mélisse Maël, faut vivre. Salut tout le monde. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort s'il peut parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, mais bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.